Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de présenter ce balado hors série. Imaginez l'avenir des littératures autochtones au Québec. Animée par la professeure Joëlle Papillon, cette table ronde a réuni l'écrivaine Ilnu J.D. Curtness, le poète Wolastoqey et acadien Shane Michael et l'écrivain Wendat Louis-Carl Picard-Sioui. La discussion a été enregistrée devant public le 12 mai 2023 à Québec dans le cadre des journées 30 ans d'études littéraires autochtones au Québec, état des lieux et vision d'avenir. Notez que la qualité parfois inégale de l'enregistrement a nécessité certaines coupures. Nous espérons néanmoins que l'intérêt des propos tenus dépasse largement ces quelques désagréments. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en fin d'après-midi aujourd'hui pour le dernier événement de ce très beau colloque organisé par Marie-Ève Bradette. Je m'appelle Joëlle Papillon, je suis très heureuse de pouvoir animer cette table ronde avec des auteurs et des autrices autochtones en clôture de ce colloque. La table ronde s'intitule « Imaginer l'avenir des littératures autochtones au Québec ». Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui de 3 auteurs-autrices aux univers littéraires vraiment très différents les uns des autres, tous aussi fascinants. Donc, il y a J.D. Curtness qui est assise près de moi, Shane Michael un petit peu plus loin et Louis-Carl Picard-Sioui en bout de table, surveillé par Léon. Donc, je vais vous les présenter brièvement, puis ensuite, on a 1h30 ensemble avec les écrivains et écrivaines. J'ai préparé évidemment quelques questions dont on discutera, mais bien sûr, pensez à vos propres questions parce que la dernière demi-heure est à vous. Donc, pas de pression, mais pensez à des bonnes questions. Donc, je vais commencer tout de suite ici à ma droite. J.D. Curtness est une écrivaine Ilnu ayant publié les romans De Vengeance et Aquarium. J'ai juste apporté les tout derniers, surtout Louis-Carl, il y en a trop, je ne pouvais pas mener ça dans ma valise. Mais donc, le dernier roman de J.D. Curtness, Aquarium, aux éditions L'Instant même, ainsi que plusieurs nouvelles. Sa parution la plus récente est la novella absolument mignonne Bienvenue Allison, qui est paru l'été dernier chez Anénorac. Le travail de Julie a été salué par plusieurs prix littéraires, dont le prix Voix autochtone pour les auteurs émergents en 2018. Ensuite, on a notre ami Shane Michael, qui est juste de l'autre côté ici, qui est un poète malécite dont le premier recueil Fif et Sauvage est paru chez l'éditeur acadien Personnage. Donc, on en a entendu parler un petit peu ce matin avec la conférence de Pénélope. Il a remporté le prix Voix autochtone volet poésie en 2021. Merci d'être avec nous, Shane, aujourd'hui. On a aussi Louis-Carl Picard-Sioui qui est avec nous aujourd'hui, que vous connaissez tous, mais qui est un écrivain, performeur et commissaire en art visuel Wendat. Depuis 2017, il explore le ou les mondes de Kitchike dans des romans par nouvelle, dont le plus récent, Éveil à Kitchike, la saignée des possibles, est paru à l'automne dernier aux éditions Anénorac. Il est aussi l'auteur de plusieurs recueils de poésie, parmi lesquels on compte Les visages de la terre, qui a été finaliste au prix du gouverneur général en 2020. Louis-Carl est également le directeur de l'organisme culturel Kwahiatonk, qui organise le magnifique Salon du livre des Premières Nations à chaque automne. Donc, on va commencer la discussion. Évidemment, notre table ronde est sur l'avenir, mais comme thème principal, mais je pensais qu'on pourrait commencer par les débuts, en fait. Donc, Julie et Shane, vous êtes venus à l'écriture à un moment où la littérature autochtone en français était déjà quand même bien établie, alors que Louis-Carl, pour toi, la situation était davantage à bâtir encore quand tu as commencé. Donc, je me demandais si vous voudriez revenir sur les débuts, donc votre entrée à l'écriture, votre professionnalisation, si on veut, dans le métier d'écrire et comment ça a été pour vous de rejoindre ce milieu littéraire autochtone. Je sais pas qui veut. J'ai pas de... Voilà, je vais me lancer. Je vais enlever mes lunettes parce que là, il a ouvert les lumières, puis là, j'ai vu que mes lunettes étaient sales.
Fait que voilà, je vais y aller. Comme ça, je ne vous vois plus, vous êtes embrouillés. C'est bien pour le stress. Oui, alors pour répondre à ta question, moi, c'est un peu un hasard presque parce que moi, mon principal défi, c'était de finir mon projet d'écriture. OK? Je procrastine beaucoup. Si j'avais à me choisir un nom de totem, ce serait procrastination. Et puis, donc, j'étais vraiment contente quand j'ai réussi à terminer mon premier roman. Puis, trouver un éditeur, c'est drôle. Je me suis pas du tout classée dans la catégorie littérature autochtone. Je savais même pas à peine que ça existait. Tu sais, donc, moi, j'étais vraiment plus dans mon envie d'être publié, tout simplement. Puis, c'est un peu comme un musicien qui cherche un label de disque qui va représenter sa musique. Tu sais, quand tu fais du punk rock, tu vas pas chez Sony Classique. Puis quand tu fais du quatuor, tu vas pas chez Fat Wreck Records. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose. Donc, moi, un auteur que j'aime énormément, c'est François Blais, Feu François Blais. Puis, ben, c'est un de mes amis qui m'a dit, écoute, si tu aimes François Blais et tu aimes son type d'humour, je trouve que ce que toi, tu fais, ça rejoint un peu le même genre de caustique, un peu cynique, mais très drôle. Donc, envoie donc ton roman chez l'instant même. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, ils m'ont dit oui après peu de temps. Donc, c'est comme une histoire parfaite, finalement. Puis, c'est après, tu sais, que quand tu publies un livre, ça, c'est de la poutine, là, mais ils te demandent toujours de faire une sorte de dossier de presse. Il faut que tu fasses une petite bio, puis ils vont envoyer ça aux médias. Moi, j'ai fait ma bio. Je suis comme, ben oui, ma communauté d'appartenance, c'est ma CH, je suis le nous, mais j'habite à Montréal, blablabla. Puis là, les médias ont sauté là-dessus, puis c'est comme auteur autochtone, comment tu te sens? On dit, ben, je me sens bien. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond tout à fait à ma question. Merci beaucoup. Toi, Shane, est-ce que tu voudrais nous... Oui, moi, dans le fond, j'ai vraiment commencé avec aucune écriture. J'aimais pas lire. J'ai fait un parcours plus théâtral, donc j'ai étudié en théâtre à l'Université Laval, justement. J'ai terminé en 2015. J'ai commencé après le printemps là, avec la grève et tout en 2012. Moi, c'est ça. Moi, je n'avais pas en tête d'écrire. J'avais pas d'idée encore conçue pour écrire. J'aimais beaucoup la scène, par exemple, tout ce qui était performance devant public. Moi, c'était un élément, tu peux sortir au quotidien, je ne suis pas pareil, mais sur une scène chez une autre personne. Fait que c'est ça que j'aimais bien, la performance. Puis après le bac en théâtre, je me suis dit, je vais peut-être faire la maîtrise. Je ne savais pas trop vers où m'aligner encore. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup faire de tout. J'aime pas fixer une chose, même les arts. Je fais de la danse aussi. Je fais de la peinture aussi. Fait qu'il n'y a jamais un moment où ce que je veux faire une chose, c'était toujours tout. Puis après, j'ai pris une pause artistique de 2 ans. Puis c'est là que j'ai dit, après ça, je vais commencer à écrire juste comme ça. J'ai lu un roman que j'ai juste, la couverture est belle, je vais lire. Puis tout d'un coup, j'ai comme, je comprends ce que je lis. Toutes les années que je lisais avant, je ne comprenais rien. Puis là, j'ai comme relu le paragraphe. Ben non, j'ai vraiment compris. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai dit, je vais comme lire de la poésie. Je peux aller un petit step de plus. Puis j'écrivais, j'avais tendance à juger un peu, mais je n'y retouchais pas. Je le mettais juste dans mon ordinateur, je n'y touchais plus. Puis à un moment donné, j'ai croisé Sébastien Bérubé, qui a le même âge que moi, qui vient du Nouveau-Brunswick, aussi poète. Puis il avait dit que les éditions Personnages de faire un projet pour avoir des auteurs autochtones francophones au Nouveau-Brunswick, puisqu'il n'y en avait pas un seul. Puis moi, j'ai fait, je peux te montrer mes écrits, ça m'intéresse. Puis j'ai montré mes écrits, puis moi, je me suis dit, ça va être pas beau, ça ne sera pas intéressant. Sébastien disait, waouh, tu as des beaux textes, tout ça. Puis j'étais chanceux dans le sens que ce qui a été publié en général, il n'y a pas eu de correction tant que ça. J'étais bien fier de ça aussi, parce que souvent, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis ça a été comme vraiment un bon premier jet. Puis je pense que c'est comme ça a comme amené d'autres choses après ça, à dire que, oh wow, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par image. J'aime quand je vois toujours, quand j'écris, je peux l'imaginer sur scène aussi. Fait, même si c'est la poésie, j'aime ça le jouer, j'aime ça donner un morceau de plus, donner vie à la poésie. Mais là, c'est ça, mon objectif de plus, c'est d'aller plus dans des textes plus développés, aller dans d'autres avenues aussi. Comme là, je travaille beaucoup un peu la traduction, l'écriture de scénario. Donc, c'est sûr qu'encore là, je ne vais pas rester en poésie, mais j'ai comme plein de projets que je veux faire, mais je dois arriver à faire un focus. Mais c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai publié pendant la pandémie aussi, donc c'est sûr que c'est un autre monde aussi de publier là-dedans.
Puis après ça, avec la scène, je ne sais pas si je veux faire de la scène juste comme du théâtre, comme j'ai étudié en théâtre, mais ça peut venir c'est ça, un jour. C'est ça mon parcours jusqu'à Ouais, présent. c'est super. Ben, moi, j'ai toujours aimé les arts en général comme Shane. Je n'étais pas prédestiné, d'une part, à aller à l'écriture, même si j'étais un grand lecteur, par contre, tu sais, autant, mais dans toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai de la poésie, mais j'ai beaucoup la fantasy, de la science-fiction, beaucoup de comic book, je dirais. J'ai encore ma case chez Première Issue ici à côté sur d'Auteuil. Je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Je viens d'avoir 47 ans. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ne changent pas. Mais du franco-belge aussi, tout ça. Bref, j'étais un grand lecteur. Là, je le suis moins parce que c'est du travail aujourd'hui. Je lis beaucoup, hein? C'est comme vous, sûrement. Puis c'est ça, non, mais je pensais jamais faire une carrière, en fait, tu sais, dans l'écriture. Pour moi, c'était comme un loisir ou quelque chose que je faisais à part. Puis c'était pas rien de sérieux. Mais bon, je l'ai raconté souvent, cette histoire-là, mais c'est ça, tu sais, c'est que au centre culturel, mon dossier qu'Isabelle m'avait donné, tu sais, moi, j'avais étudié en histoire puis en anthropologie, mais il y avait un aîné, François-Vincent Gahan, qui était déjà à l'emploi, puis lui, c'est comme il s'occupait histoire et patrimoine. Fait que même si c'était comme ma spécialité, ben, Isa dit, ben là, je dis, non, c'est bien correct. Elle dit, gars, les relations avec les artistes, développement artistique, tout ça, tu sais, avec les artisans, je dis, hey, tu sais, j'adore ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'adore ça, tu sais, donc, oui. Et c'est là que Jean-Louis était venu me voir. Là. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 que je travaillais là pour faire le cercle d'écriture de Wendake. Et c'est vraiment ça, la rencontre avec Jean que je ne connaissais pas, hein, parce que Jean, il est parti de la communauté quand moi, je vais avoir 5-6 ans, tu sais, puis il est revenu, tu sais, quand je n'avais dans la vingtaine, là, tu sais. Donc, je ne connaissais pas Jean, mais j'ai appris à le connaître. C'est vraiment lui, grâce au cercle d'écriture, qui m'a amené là, à publier d'abord Yawindara et La forêt des têtes coupées, aux défuntes éditions Le Loup de Gouttière. Et là, c'est ça. Qui m'a fait rencontrer aussi Sylvie Nicolas, qui est depuis ce temps-là mon éditrice. Je travaillais avec Sylvie pour la majorité de mes livres. Donc, c'est vraiment un hasard, si je peux dire, tu sais, de la vie qui m'a amené là, tu sais. Donc, c'est Jean Sioui. Puis bon, Isabelle aussi, il faut que je la remercie, parce que c'est elle qui m'a dit, je vais te donner ce dossier-là au centre culturel. Si elle n'avait pas fait ça, j'aurais probablement jamais été au cercle d'écriture, parce qu'on s'entend que moi, je venais déverrouiller la porte puis la rebarrer, puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire ça, je vais rester, je vais m'asseoir, je vais participer. J'avais un jeune enfant à l'époque, fait qu'en même temps, c'était comme mon break hebdomadaire. Série de heureux hasards, donc, dans les 3 cas. Merci de nous faire revivre ces moments-là. Donc, deuxième question qui porte plus sur la question de la filiation. Donc, Julie, toi, dans Aquarium, la question de la filiation est quand même au cœur de... Il y a beaucoup de cœurs hein, dans ce roman-là, mais un des cœurs, je trouve, pour les personnages humains est vraiment autour de la filiation parce que tu réinscris tous tes personnages humains dans la série des générations qui a l'air de les pousser vers des chemins, disons, inattendus. Oui, oui. Certains plus que d'autres. Mais la question de l'affiliation se retrouve de façon différente dans chacune de vos œuvres récentes. Toi, Louis-Carl, dans les poèmes des visages de la Terre, surtout les premiers, sont vraiment très fortement habités par l'esprit de ta grand-mère, par la relation que tu as avec ta grand-mère. Et dans une façon très, très différente, dans Éveil à Kitchike, la question de l'affiliation apparaît aussi dès le tout début du livre, puisque tu cites Marie-André Gill qui dit « Je suis tous mes ancêtres en aléatoire », une superbe phrase que tu fais dire aussi à un de tes personnages plus tard dans le roman. Donc, la question de l'affiliation, mais qui n'est pas non plus en droite ligne, mais qui est l'aléatoire est très cool là-dedans. Et Shane, toi aussi, la question de l'affiliation m'a frappée en te relisant récemment. Donc, dans ton recueil, tu ouvres le recueil sur un poème qui lie mer, territoire, langue, donc et bien sûr identité. Et tu joues quand même avec ça de façon diverse dans plusieurs poèmes de ton recueil, parce qu'ailleurs, tu écris « Je renais de mes cendres ».
incarnation de mes ancêtres. Mais en même temps, tu désamorces beaucoup ces idées-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans ton recueil. Donc, je me demandais, la question qui relie ces différents fils-là que je viens de lancer, c'est comment est-ce que vous voyez le rôle des ancêtres, des gens qui sont venus avant, des générations précédentes, dans l'établissement d'un présent, mais aussi d'un avenir, parce qu'on joue avec le temps aujourd'hui, d'un présent et d'un avenir possible. Donc, si vous vouliez réfléchir au legs, donc qu'est-ce qui est légué, comment est-ce que vous gérez ce legs ou cet héritage dans vos œuvres? Donc, peut-être qu'on peut commencer avec Shane, si tu en as envie. Oui. Moi, c'est sûr, quand j'ai commencé, j'aime toujours partager la petite histoire un petit peu au début aussi. Mais quand j'ai commencé, j'ai exploré, quand j'ai arrivé à Québec, ma culture autochtone, à ce moment-là, je l'avais un peu mis de côté. C'est quelque chose que, tu sais, à l'école, j'étais intimidé et tout ça. Donc, c'est des choses que je ne parlais pas beaucoup. Puis quand j'arrivais à Québec, j'ai découvert, on a vu ce qui était au bingo hier, André Levac-Sioui. Puis pour moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur scène, elle chantait. Puis moi, je disais, ça existe des artistes autochtones, tu sais, puis moi, c'était tellement fermé que j'ai comme enfin, tu sais, je peux enfin, tu sais, explorer ma culture autochtone. J'ai grandi 18 ans sur ma communauté. Puis, tu sais, c'était pour moi, tu sais, même à la famille, on en parlait des sujets, tu sais, autochtones, les traumatismes qui arrivaient. Mais, tu sais, c'était un peu comme, j'avais de la difficulté à juste en parler ou juste le mettre sur papier. Puis, ça a été une recherche que moi, je trouvais que peut-être je suis trop vieux, je suis en retard pour commencer à explorer tout ça. Puis, non, il n'y a pas de retard. Tu sais, dans mon recueil, je le mentionne aussi, tu sais, on n'est jamais en retard. Bien, je suis toujours en retard, mais je ne le suis pas. Mais que c'est... Il y a quand même cette voie-là, même si j'ai grandi avec qu'on mettait un peu la culture de côté, même quand j'étais tout petit, on apprenait des mots autochtones en Wolastoqey, mais rendu adulte, on n'en parlait plus. Il y a personne qui en parlait beaucoup. C'est sûr qu'il y a d'autres communautés autochtones Wolastoqey qui sont plus vers le sud, ou sont plus encore habiles à parler la langue. Donc, il y a des choses que moi, je n'ai pas appris comme d'autres de mes cousins, cousines ou des autres communautés Wolastoqey. Donc, pour moi, c'est un peu de me réapproprier aussi, de me relancer dans ma culture, les traditions, la langue, les coutumes, les valeurs. Il y en avait certaines qui étaient partagées déjà, mais pour moi, c'est important les ancêtres, ils font quand même partie de mon identité. Puis j'ai aussi mon identité acadienne qui était mon père. Donc, il y avait toujours ce travail de sortir d'habiter ma culture autochtone, mais aussi de mettre mon pied en dehors du chapeau, puis de dire je peux voir. Au lieu d'habiter, je peux aussi observer. Donc, ça me mettait aussi une analyse que je pouvais faire, d'être capable de voir d'un autre œil la culture autochtone. Parce que souvent, c'est souvent des jugements qu'on avait. Il fallait des fois, je me mette dans un état où je pouvais juger ma culture autochtone pour voir c'était quoi les réalités, les traumatismes qui se passaient pour mieux comprendre, c'est ça en général. Fait que c'est ça que j'ai aimé jouer avec ça dans ma poésie pour en même temps, créer une vision, une image, mais aussi pour les gens c'est un texte que tu peux relire, tu peux voir différentes versions ou comprendre différents sens. C'est ça que je trouve qui est intéressant, que ça vient d'une personne qui est non autochtone, une personne autochtone. Puis après ça, ça l'amène des discours. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi, que ça l'amène des discours pour mieux, après ça, échanger sur les autres cultures autochtones, ce qui est différent. Il y a une richesse à travers ce recueil-là qui était aussi à travers mes discours, mon parcours et tout. Hein. Merci, Shane. Est-ce que Louis-Carl, tu veux y aller sur les ancêtres, les legs, les héritages? Oui, la question de la filiation, c'est sûr que je pense que dans les communautés autochtones en général, c'est important, ou même dans n'importe quel petit milieu, j'ai le goût de dire, là, donc tout le fils de quelqu'un, waouh, c'est qui ta grand-mère, oh, quelle famille, bon, puis donc oui, je pense que ça vient un peu de soi dans n'importe quel petit milieu. Hein, que de grandes villes, évidemment, où l'individualisme règne, c'est autre chose. Mais... Et puis, évidemment, chez nous, c'est important. Moi-même, j'ai été élevé, oui, par ma mère puis son mari, mais aussi en bonne partie par mes grands-parents maternels, parce que, comme beaucoup de gens de mon âge, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune et tout ça. Et donc, ma mère avait besoin d'un break une fois de temps en temps, je suppose. Et je me suis dit, non, mais j'étais très bien chez ma grand-mère, tu sais. Et donc, mon grand-père aussi, mon grand-père il avait sa business, travaillait beaucoup, donc souvent, c'était davantage avec ma grand-mère. Donc, j'ai vraiment ce lien-là, avec les aînés aussi, avec la cousine de ma grand-mère, puis ses amis, puis tout ça. Donc, les liens
c'était important. Ça a toujours été important chez nous. Puis au cœur de ça, je pense, au niveau du legs, il y a la question aussi qui me hante beaucoup, moi, personnellement. Puis je pense que ça habite assez mon œuvre. En fait, en tout cas, quand j'ai sorti Éveil à Kitschké, j'ai eu à Montréal, on a fait un lancement, puis ça m'a un peu flabbergasté. Il y avait Alexis Martin qui était venu avec qui j'ai travaillé là, pour la pièce de théâtre L'Enclos de Wabush. Il m'a posé une question. Ouais, mais il dit, je sens sentir à travers ton œuvre, tu sais, la question de la survie, tu sais, qui revient beaucoup. Puis j'avais comme pas réalisé, tu sais. Puis, en fait, je suis comme devenu très émotif, quoique ça m'arrive souvent, il ne faut pas s'en faire. Puis je dis, oui, non, tu as raison. J'ai dit, la question de la survie me hante. Pas la mienne, tu sais, mais la survie de la lignée, je suppose. En plus, chez nous, on vient d'une famille, contrairement à d'autres familles à Wendake, c'est une toute petite famille du côté des Gros-Louis, j'entends, là. Du côté des Picard, sont nombreux. Du Sioux, un peu plus aussi, mais comme ma grand-mère, c'est une Gros-Louis, mais elle, genre, ses grands-parents, en fait, c'est comme 3 par chaque génération. Mais j'ai découvert que c'est pas vrai parce que je suis de la famille Odanak. Ça a l'air que, en tout cas, ses cousines sont mariées à Odanak. Mais tu sais, à Wendake, c'est comme, puis elle avait 2 frères, puis ils n'ont pas eu d'enfants ni un ni l'autre. Tu sais. Elle a eu 3 enfants, puis moi, j'ai une sœur, puis un cousin. Tu sais, on est comme 3. Fait que c'est peut-être lié à ça. Évidemment, c'est lui qui fait une petite communauté. Donc, toutes ces questions-là de la survie me hantent. La survie, évidemment, en tant qu'Wendat, survie de la nation, mais aussi de ce que l'Amérique a donné au monde, de toutes nos cultures, tu sais, qui ont été effacées par le rouleau compresseur colonial français. Tu sais, je pense qu'il faut comment on peut survivre, tu sais, quand l'histoire qu'on nous enseigne à l'école est bourrée de fausseté, tu sais, quand les remerciements que l'université fait, les reconnaissances territoires sont bourrées de fausseté, tu sais, quand ce que tu écoutes à la télé est bourré de fausseté, tu sais. Ça pour moi, puis il faut comprendre 2 choses. Un, je suis historien anthropologue de formation, c'est pas pour rien, mais 2, j'ai le syndrome Gilles-Latourette aussi, donc, tu sais, quand je dis, j'ai pas un déficit d'attention, c'est causé par moi. Fait que des fois, j'ai comme des fixations, tu sais, qui me hantent. Fait que quand je dis que ça me hante, la survie, je pense que c'est ça, c'est dû avec mon état, comment dire, neurodivergent, ils disent aujourd'hui, hein? Ça, c'est un beau terme qu'ils disent au lieu de dire que tu es un malade mental, ils disent neurodivergent. Alors, fait que ça me hante vraiment, tu sais. Voilà, j'arrête là. Ça me fait penser à ton fantôme dans Kitschké aussi, qui est un fantôme qui te hante. Oui, non, Qui tout nous à fait. hante, Il nous hante, il hante tout le monde de façon différente. Puis j'ai l'impression que ces pensées-là me hantent de façon différente aussi. Tu sais, fait que, voilà. Merci, Louis-Carl. Est-ce que, Julie, tu veux revenir sur la question des filiations des ancêtres des générations précédentes et comment c'est lié à un avenir ou à un présent possible? Ce que j'aime de tes questions, c'est que c'est très léger. Mais en fait, moi, je suis pas partie de, comment dire, de mes ancêtres à moi ou de ce que ma famille, personnellement, c'était beaucoup plus... en fait, l'histoire d'Aquarium, à la base, je voulais parler d'une baleine, OK? Puis il y a une espèce de baleine qu'on a découvert que... en fait, on a chassé... Il y a une baleine qui s'est échouée à un moment donné, puis on a découvert dans le gras du cou de cette baleine-là une pointe de harpon qui datait... cette baleine-là s'est échouée, je pense, en 2008. Puis la pointe de harpon datait de la fin du 19e siècle. Okay? Donc, tout ça pour dire qu'on a estimé l'âge de cette baleine-là à 150-200 ans. Puis c'est pas exceptionnel que les baleines vivent aussi longtemps. Fait que je me disais, c'est quoi? Quelle opinion a de nous cette baleine-là qui vit depuis 200 ans? Il s'en est passé des choses, on s'entend, depuis 200 ans, disons, de pré-révolution industrielle à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça que je voulais mettre en parallèle, la vie de cette espèce de géant tranquille qui vit dans le nord, dans les eaux froides et sombres, versus nous qui, on se reproduit sur 7-8 générations. Puis, en même temps, je voulais, là où ça devient plus... plus humain, c'est comment les gens qui nous ont précédés, on en vient à les oublier, pas de manière
volontaire, mais c'est vrai qu'après 3-4 générations, au-delà de nos arrière-grands-parents, puis même à ça, qui peut nommer ses 8 arrière-grands-parents? Est-ce que vous connaissez le nom de vos 8 arrière-grands-parents? Non, mais c'est ça. Puis, donc, imagine monter à 5, 6, 7 générations. Ces gens-là ont vécu, puis ils ont travaillé pour que nous, on ait le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Puis ces gens-là aussi avaient des vies tout aussi, comment dire, absurdes et complexes et riches que les nôtres. C'est pas parce que c'est dans l'ancien temps qu'il se passait rien, c'est juste que pour nous, on n'a pas idée de ce que c'était. Donc, j'ai essayé de faire ces espèces de fenêtres sur des moments importants de la vie de ces gens-là, puis montrer que ces gens-là, ben, on les porte en nous d'une certaine manière. Les caractéristiques de ce qu'on peut appeler les ancêtres ou la filiation de mon personnage principal, ben, se retrouvent un peu dans mon personnage d'Émeraude, que ce soit l'amour de la mère ou des animaux, ou sa curiosité ou son acharnement. C'est toutes des choses qui lui ont été un peu léguées par les gens qui l'ont précédé. Donc, c'est plus comme ça que j'ai abordé la filiation. Donc, ça reste très ouvert parce que ce n'est pas un legs qui détermine non plus leur existence, mais que ça reste encore comme des poussées. Oui, ben c'est plus c'est comme un sac à surprise. Ouais, voilà. Oui, c'est une belle image pour tes personnages. Merci. Donc, tous les trois, vous avez, je trouve, brisé des attentes qu'on peut avoir, que le public peut avoir sur les auteurs, les autrices autochtones. Je me demandais si vous avez fait l'expérience d'une certaine pression qui vous pousse soit vers certains sujets, vers certains tons, vers une certaine façon d'aborder l'écriture ou de parler même de l'écriture. On vous renvoie toujours d'ailleurs à votre identité d'auteur autochtone. Donc, je me demandais si comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous percevez votre travail comme une certaine résistance par rapport à ces forces-là ou ces pressions-là? Est-ce que vous avez une volonté de peut-être redéfinir ou de transformer notre imaginaire de ce que peut être un auteur, une autrice autochtone? Peut-être que Louis-Carl, je te donnerai la parole. J'essaie d'être bien égalitaire. Ouais. Que Louis-Carl, tu voudrais commencer celle-là? Ben ouais, moi je pense que je l'ai déjà dit ouvertement, dans le sens que mon premier recueil de poésie chez Mémoire d'Encrier, au pied de mon orgueil, commençait avec ça. Hein? Je veux dire, ma réflexion, René exige qu'on fasse une petite réflexion par écrit au début de ses recueils. Et je dis, bon, OK. Mais, oui, puis j'ai fait exprès, en fait, de présenter. À l'époque, je faisais beaucoup de scènes de poétique, puis c'était beaucoup de la poésie guerrière que je faisais anticoloniale. Et je pense que les gens qui me suivaient s'attendaient à ce que ce soit ces poèmes-là qui se retrouvent dans le recueil. Alors, un peu subvertir les attentes, puis, tu sais, dire non, j'ai commencé à me centrer en tant qu'être humain, en tant qu'individu, tu sais, établir mon humanité avant de commencer à revendiquer, tu sais, de la nation, ou je sais pas, la nature, ou whatever. Alors, ça, pour moi, c'est important, tu sais, dans ma démarche. Au-delà de ça, oui, moi, subvertir les attentes, je pense que c'est important pour moi, puis en même temps, tu sais, je sens pas vraiment pression. Je sens parfois des attentes. Les attentes, on les sent, tu sais, je pense. Puis faire dire, ah ouais, c'est pas très autochtone ou c'est pas, ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que tu connais de la culture autochtone, tu sais? Tu sais, je me suis fait dire des fois par des gens dans les médias ou peu importe, là, tu sais. Au début, surtout, plus maintenant, tu sais, je pense que c'est plus par rapport au recueil chez Mémoire d'Encrier, mais encore là, même René, tu sais, m'avait dit, tu sais, innocemment, tu sais, en toute bonne volonté, ouais, c'est un peu atypique, tu sais, comme, pourquoi c'est atypique, tu sais, parce qu'il n'y a pas de totem, parce qu'il n'y a pas de... Je dis, René, tu ne les connais pas, les codes Wendat. Pas parce que tu as publié de la littérature Innu, tu sais, que tu connais les codes Wendat, tu sais, tu la vois tout simplement pas, tu sais, la présence. Moi, je suis convaincu qu'un Wendat qui relit ça voit des codes que peut-être les autres ne voient pas. C'est subtil, mais c'est là. Donc, des fois, les éditeurs ont des attentes aussi, tu sais, comme je parlais de René, mais tu sais, bon, ouais, chez Aninrak, c'est pareil. Des fois, je pense que ils me suivent dans mes projets, tu sais, j'ai pas à me plaindre, ils me suivent, mais je pense que des fois, il aimerait ça que ce soit plus commercial ou qu'ils disent, Carl, t'es-tu obligé de partir sur une dérape de 40 pages aux 3/4 de ton roman dans un trip initiatique entre les dimensions? Avec un dildo cosmique. Avec un dildo. Non, le dildo cosmique, il n'y a rien dit là-dessus, ça va. Ça,
Ben, pour moi, c'était correct. Je préfère suivre ma voix que de me soumettre au dictat de ce qui peut être vendable ou de ce qui peut gagner des prix. Et au-delà de ça, j'ai le goût de dire, on a besoin aussi. Moi, je suis content de cette table avec Julie, avec Shane, parce que je considère que c'est vraiment des autoristes qui ont vraiment amené quelque chose de nouveau, à la littérature des Premières Nations, puis peut-être sans le vouloir, comme disait Julie, mais parce que Julie est, en tant que femme, d'abord, avant d'être Inou, je veux dire, c'est une femme, mais ensuite, c'est une femme, c'est une humaine qui est aussi une femme Inou, puis c'est correct, elle avait quoi amener, puis ça allait amener quelque chose de nouveau. Puis en poésie, c'est une des raisons pourquoi j'avais décidé, puis bon, on pourrait dire la même chose de Shane, puis avec Fifi Sauvage, je pense c'était in your face, puis on avait besoin de ça au niveau francophone, au niveau de la littérature au Canada, c'était pas là, ça. On en avait besoin, puisqu'il incarne dans ce livre-là, oui, il y a sa plume, mais il incarne une réalité aussi qui est partagée par un grand nombre d'êtres humains qui n'ont pas cette voix-là. Donc, redonner cette voix-là, je trouve ça important. Et quand je parlais d'Au pied de mon orgueil, c'était voulu de ne pas faire de la poésie guerrière en partant, ou de la poésie que je dirais contemplative, parce que toute évolution, de toute façon, qu'on regarde, il y a des continuités, puis il y a des ruptures, Depuis Éléonore Sioui, parler du territoire puis des ancêtres, je veux dire, Charles Coucou a refait ça, Rita Mostokocho, Jean Sioui, Joséphine Bacon, puis ils l'ont fait chacun à leur façon, bien sûr. Chacun mène sa pierre à l'édifice, puis bon, certains, il y a des nuances, beaucoup de nuances dans ces voix-là, mais ça servait à quoi qu'après Léonore, Rita, Charles, Jean, que Louis-Carl arrive puis refasse la même chose. J'avais pas goût de faire ça. Ça m'a fallu du temps avant de revenir à ça. Donc, je trouve ça important. Puis, en tout cas, je ne me rappelle pas c'était quoi la question, mais je vais laisser la parole aux autres. Shane, est-ce que tu veux continuer? Oui. Merci. C'est ça. Moi, l'année dernière, j'ai fait une tournée dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick parce que, les Autochtones, même moi, on n'a pas d'école francophone sur notre réserve, c'est tous, dans la ville. Puis, encore aujourd'hui, il y a des préjugés, il y a des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé avec les pensionnats, toutes les situations autochtones au Canada. Puis, on parlait un peu de ça. Puis, tout ça amène aussi une vision à amener aussi de plus, surtout pour les plus jeunes, parce que c'est sûr que c'est leur futur. Donc, on veut s'assurer que, il y a cette... Même quand on parle de réconciliation, c'est un terme qui est encore flou. Puis, on essaie de l'amener déjà un peu pour expliquer à quoi ça sert. C'est ça, dans l'exercice qu'on faisait souvent, justement, c'est qu'on posait la question, c'est qui d'entre vous dans la classe, c'est quand vous allez en voyage, peu importe, vous allez en Italie, vous allez... je ne sais pas, n'importe quel pays qui a une langue différente, bien, on va soit apprendre des mots de base comme dire allô dans la langue là-bas. Après ça, on a fait la question, est-ce que levez la main si vous connaissez la langue autochtone sur le territoire que vous habitez, ou des mots, ou certains passages. Fait que, des fois, on va mettre une priorité sur des langues qui sont étrangères, qui sont dans un pays qu'on veut visiter, mais en même temps, on habite sur un territoire qu'on ne connaît pas des mots de base. Donc, je trouve que ça montre aussi c'est un effort qu'on peut donner. Mais moi, je ne force jamais les gens non plus à dire, je vous force à parler des mots autochtones ou des choses comme ça, mais c'est juste pour ouvrir des portes, parce que je trouve que c'est important d'en avoir d'ouvertes, parce que moi, j'en avais pas pendant une bonne partie de ma vie où j'avais aucune ressource, je ne savais pas vers où me diriger. Donc, j'ai dû trouver ces ressources-là. Puis, au Nouveau-Brunswick, c'est certain que c'est encore fermé, selon moi, là, pour tout ce qui est... C'est pas juste autochtone, mais toute l'homosexualité, les sujets LGBT. Puis là, moi, je suis comme, mon Dieu, ça commence pas bien, être autochtone puis homosexuel. Fait que là, tu sais, que si je dis quoi, si je dis quelque chose, ça va-tu offusquer des gens là-bas? Ça va-tu faire une grosse polémique? Je sais pas. Mais c'est aussi de l'assumer, parce que même à réserve aussi, tu sais, j'aimerais être fier. Tu sais, c'est sûr que les réserves ont été faites une raison pour, tu sais, anéantir un peu les Autochtones. Mais il y a un côté de moi qui est, tu sais, j'ai grandi là-bas, puis je veux appartenir à ma réserve, je veux être fier, mais j'ai toujours un petit mais, parce qu'il y a encore du travail à faire, il y a de l'adaptation c'est encore lent. Par exemple, je donne l'exemple de mon cousin qui est homosexuel, marié, ils ont 2 enfants, qui ont, ça c'est une mère porteuse, mais c'est chacun, le père, ont chacun... J'ai perdu le mot là, tout d'un coup. Mais c'est ça, dans le fond, dans l'arbre généalogique à ma réserve, ils ont juste mis un enfant. Ils n'ont pas mis l'autre parce que c'est l'autre, ça ne vient pas du sang du mari à mon cousin. Fait que ça crée déjà un feeling de, tu sais, c'est difficile pour ces enfants-là, tu sais, qui vont grandir, d'appartenance aussi. Tu sais, mon cousin, il fait beaucoup le partage de la culture, tu sais, la langue, tu sais, l'histoire.
Puis ça crée une petite frustration dans le sens que, OK, les homosexuels, c'est mal vu, on dirait qu'il y a encore du chemin à faire. Les sauvages, c'est pour ça que moi, Fif et sauvage, sauvage, parce que c'est le terme qu'on dit, c'est chez les sauvages. Fait que ça a toujours été un peu comme, on a été traité un peu comme ça. Puis là, c'est rendu qu'à cette heure, il y a des Autochtones sur ma réserve qui sont racistes, il y en a qui sont homophobes. Fait que c'est comme d'autres réalités que moi, je me dis, OK, me semble que c'était plus simple dans le temps avant que je savais tout ça, mais là, aujourd'hui, c'est comme on dit, faut travailler, faut amener les sujets de l'avant. C'est pour ça qu'on recueille, je partage mon vécu aussi. Ce n'est pas exactement mon vécu, mais je m'inspire beaucoup de faits qui sont arrivés. Moi, revendiquer, c'est de parler les vrais faits, d'expliquer pourquoi j'utilise Fif et sauvage, d'amener le dialogue. Dans ma famille, ma grand-mère qui est, dans le fond, du côté à ma mère, qui est québécoise. Puis, dans le fond, je me rappelle qu'elle avait été, elle avait amené mon grand-père qui est autochtone, 100% à un souper de famille chez ma grand-mère. Puis, directement au souper, la sœur de ma grand-mère avait dit, je voulais vous dire, je suis raciste. Ça a commencé comme ça au souper. Wow. Puis mon grand-père qui est assis là, ça fait un peu dérangeant, mais on a toujours vécu dans des situations comme ça, d'être témoin aussi de quelque chose, que ça fait que faut vivre avec, mais en même temps, c'est ça. Faut travailler pour ça. Puis moi, c'est peu importe ce qui va arriver, les échanges, moi, un peu comme, je peux être une source d'inspiration pour les plus jeunes. Ça l'arrive aussi qu'un jeune avait vu mon recueil, puis que ça l'avait parlé, puis d'accepter son homosexualité et tout ça. Donc, ça amène un respect, un échange que pour moi, c'est riche aussi de comprendre leurs histoires. Mais je sais qu'il va, de mon côté, je sais qu'il va toujours en avoir des cas de racisme, d'homophobie. Il va tout le temps en avoir, mais moi, c'est un peu pour m'adapter à un lieu que je vais. Je me prépare. C'est comme un travail de plus que je me prépare en conséquence. Je le fais pour moi, mais je ne veux pas non plus le faire pour me mettre ma vie en danger. Donc, c'est des choses que j'amène souvent dans les discussions tu dois être toi-même à quelque part, mais en même temps, respecter des codes à suivre. Comme les réserves, il y a des codes à suivre, les powwows, par exemple. Tu peux prendre des photos quand tu veux. Ou, il y a des petits codes comme ça que c'est important d'en apprendre. J'ai un ami qui dit « Hey Shane, les 11 cultures autochtones du Québec. OK, attends un petit peu. » Fait que c'est fun, il se prépare, puis les petits efforts. Je trouve que c'est des petites étapes comme ça que je peux amener chez des gens. Ça fait mon petit bonheur, mais c'est sûr que ça peut être épuisant avec le temps. Mais il faut toujours pousser quand même. Mais ça amène un petit défi de plus que j'apprécie, là. Oui, mais c'est intéressant comment tu présentes ça comme toi-même, tu navigues plusieurs types de pression, mais comment tu présentes ton travail comme une façon d'alléger la pression sur c'est pas que je dédramatise aussi dans mon texte, avec les préjugés, tout ça. À ce stade, je me demande si Julie se rappelle de la question, parce que moi, je m'en rappelle pas. On parlait des pressions qui pouvaient peser sur les auteurs, les autrices autochtones, puis sur ton rapport avec ça, si tu sentais une certaine pression. Est-ce que tu cherches à déjouer les codes, à déconstruire les codes ou à changer nos représentations ou notre imaginaire peut-être stéréotypé des auteurs ou des autrices autochtones dans les tons, dans les thèmes, dans les sujets, ce genre de choses? La réponse rapide à tout ça, ça serait non. Mais, mais pour développer un peu, c'est parce qu'il y a tellement d'angles à la question que vous posez, Joël. Je dirais en fait que je ne ressens pas vraiment une pression. C'est plus que, moi, je fais ma petite affaire, puis j'ai mes préoccupations, comme on dit, mes marottes d'écrivaine. Donc, j'ai des thèmes un peu comme Louis Carle, qui vont me hanter ou m'obséder, puis je vais faire beaucoup de recherches. Puis, ça vient, faut que ça vienne de toi, parce que c'est beaucoup de travail. Un livre, c'est un travail un peu ingrat. Tu es comme tout seul dans ton délire pendant vraiment longtemps, puis tu imagines des vies à du monde qui n'existe pas. Puis là, après ça, tu vas prendre une bière avec quelqu'un, tu te demandes comment ça va. Bien, je pense. Ça va bien. OK, il y a une table, la réalité est ce qu'elle est et je suis capable de faire la différence. Donc, ça va. Donc, je suis très là-dedans dans mon éthique de travail. Après ça, c'est clair que quand vient le moment de répondre aux questions, disons, des journalistes, je sais que les journalistes,
sont de plus en plus pressés et ils ont besoin de catégoriser ce qu'on fait, puis c'est normal, puis ça, je l'accepte, mais en même temps, c'est leur travail et pas le mien. J'ai envie de leur dire, ben, bonne chance. Puis, c'est ça, on me pose la question, ouais, alors, tu es autrice autochtone, mais est-ce que tu fais vraiment de la littérature autochtone? Moi, j'ai envie de leur dire, ben, je suis autrice, je suis autochtone, donc de facto, après ça, les sujets que j'aborde, si vous voulez, le décortiquer, puis arriver dessus avec... Appelez Joël Papillon. Ouais, c'est ça, mais si vous voulez mettre la loupe ou la lentille Première Nation sur la manière dont j'écris, ben amusez-vous, puis je vais vous dire si oui ou non c'était vraiment ça que j'avais en tête, mais en même temps aussi, l'œuvre ne t'appartient plus quand à minute où elle est publiée, puis moi, je suis très à l'aise avec ça, puis je me souviens, il y a quelques années, on m'avait demandé de participer à une discussion, là, je me souviens plus, puis le thème, c'était... ouais, les libraires, est-ce que vous préférez, dans les librairies, est-ce que vous préféreriez que vos livres soient dans littérature québécoise ou littérature autochtone? Ou, ils nous demandaient, mettons, c'est où qu'on voudrait placer le livre dans la librairie? Puis moi, j'avais dit, sais-tu, je vais laisser. Je n'irai pas jaser de tout ça. J'avais aucune idée. À la limite, j'étais ravie que ce ne soit pas mon problème. Donc, bref, tout ça. Puis il y a aussi le fait qu'on associe la littérature autochtone avec certains thèmes. Je trouve que c'est une manière un peu de nous... espèce comment je pourrais dire, c'est comme si on voudrait nous folkloriser ou nous baliser. Puis ça, j'ai un gros problème avec ça. C'est comme si l'identité autochtone se résumait à faire des activités plus culturelles ou plus traditionnelles. Je n'aime pas ça, des activités traditionnelles, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a plus de monde qui fait ça, alors que c'est encore très vivant là, comme tradition. Mais je vais utiliser ce mot-là parce qu'on, mettons, chasse, artisanat, etc. Moi, je ne sais pas, des personnes orignales. Mais est-ce que ça fait en sorte que je suis moins autochtone parce que j'ai pas... je connais pas ces pratiques culturelles-là ou parce que je parle pas l'innu? Ça, c'est des questions, selon moi, fondamentales sur comment on définit l'identité. Si on nous cantonne à ces pratiques-là, je trouve que c'est nous diminuer d'une certaine manière, parce que ça fait en sorte qu'on n'habite pas le monde, on ne participe pas au monde. Puis moi, je revendique mon droit à être partie prenante de la société puis à avoir une voix là-dedans. Donc, c'est plus ça, mais je ne ressens pas vraiment la pression. C'est plus comme un léger agacement, je dirais. Merci pour ta réponse. Puis ça fait un super beau lien parce que j'allais en fait continuer sur la question des stéréotypes. Fait que dans le fond, dans ta réponse, tu renvoies les journalistes à leurs propres stéréotypes dans leur grille de lecture ou dans leur grille d'attente. Puis tout à l'heure, Shane, tu parlais justement de la question des stéréotypes, puis bien sûr qui est peut-être indissociable de ce recueil-ci. Dès le titre, évidemment, Fif et sauvage, on joue de façon évidente avec les stéréotypes. Mais donc, tu reprends les termes injurieux pour placer ta première œuvre. C'est quand même quelque chose de très fort que tu décides de faire, de très risqué aussi quand même, de placer ces stéréotypes-là en tête de livre, mais dans un autre poème, plus loin dans le livre, tu dis... je l'adore, celui-là, il est tellement cute. Ne lis pas seulement mon titre, ne te fie pas à l'image, lis l'article au complet. Donc, encore une fois, tu joues avec cette idée des stéréotypes. Et Louis-Carl, la question des stéréotypes dans ton cycle autour de Kitchikié est particulièrement poussée. Donc, il y a plusieurs personnages dans ce cycle-là qui se débattent avec la question des stéréotypes, mais aussi de la folklorisation, de la kitschification des cultures autochtones qui semblent toujours leur coller à la peau. Donc, ils essaient de s'en défaire. Donc, je me demandais si, particulièrement... vous deux, mais peut-être que tu as des idées aussi sur la question des stéréotypes, mais sur comment la question des stéréotypes associés
associé aux identités autochtones, mais à d'autres identités également. Comment est-ce que ça jouait peut-être avec ce que vous décidez d'écrire? Comme par exemple, tu en as parlé un peu, Louis-Carl, tantôt, avec ce que tu avais décidé de publier en premier, aussi que la question des stéréotypes ou des attentes de lecture avait aussi un rôle parce que tu ne veux pas rentrer dans ce qui est attendu de toi. Donc, c'est ça, je me demandais si vous vouliez réfléchir aux stéréotypes, comment ça déterminait peut-être votre écriture. Est-ce que vous écrivez contre? Est-ce que vous voulez... c'est ça. Je ne sais pas. Je continue. Je vous laisse. Est-ce que Shane, tu voudrais commencer sur les stéréotypes? Parce que tu avais déjà un peu commencé à aborder la question. Oui, ça, j'ai un peu commencé. Ça, les stéréotypes, ils font partie, ils ont fait partie de mon quotidien pendant 18 ans, là, sans dire que c'était rendu c'était normal. Là, c'était. Puis, tu sais, des fois, c'est des stéréotypes aussi simples, banals, que tu sais que non, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, il faut vraiment les briser. Mais en même temps, tu sais, l'affaire, c'est que ça vient aussi par génération. Tu sais, je veux dire, les parents, tu sais, vont souvent, tu sais, comme je me rappelle, un enfant qui disait que mon père, tu sais, il n'aime pas les Autochtones. Tu sais, puis, fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont une éducation aussi que, tu sais, ils partagent les mêmes stéréotypes, par exemple, la raison à la chasse ou, tu sais, avec les taxes, toutes ces choses-là. Puis, c'est des stéréotypes qui ont fait, tu sais, ils sont similaires de Québec en Ontario, tu sais, des choses qui se ressemblent. Puis moi, tu sais, on dirait que c'était juste de vouloir jouer avec ça, mais tu sais, de les pointer, de rire, mais c'est ça, juste pour dédramatiser en quelque part, mais aussi, je sais pas, je trouve que vous avez besoin de les partager. Ouais, c'est ça, de les sortir en même temps. Puis, c'est ça. Tu sais, comme il y avait toujours ce risque de, tu sais, si je le fais, tu sais, les gens vont assimiler mon visage avec, tu sais, ces choses-là, mais je l'ai assumé. Tu sais, j'ai une amie qui me disait, t'as-tu peur, tu sais, pour Fif et Sauvage, déjà aussi de parler de ces choses-là. Puis moi, quand je me rappelle quand Sébastien me demandait quel titre t'aimerais pour ton recueil, Fif et Sauvage. Tu sais, c'était vraiment... ça venait du cœur. On a essayé de le faire changer pour Kawish. Fif et Kawish, mais il disait qu'il n'utilisait pas ce mot-là au Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis... c'est plus fort. Ouais, c'est plus fort. Puis, c'est tu sais, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moments que tu dis, tu n'as pas peur de te faire, tu sais, pas juger, mais censurer. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Je me rappelle, il y a un événement que j'avais fait de littérature, puis puisque c'était en captation, c'était comme c'est pas comme un Zoom, mais c'était en vidéo. Puisque c'est comme international, il y avait des termes qui étaient, tu sais, mettons, les mauvais mots ou certaines choses qui étaient censurées. Donc, tu sais, c'est sûr, je ne pouvais pas dire tous les textes. Je choisisse quelques textes qui pouvaient passer dans... Tu sais, des fois, ça nous limite dans des choses que ça vient au monde. Puis, tu sais, des fois, tu sais, je le dis souvent en blague, mais tu sais, des fois, c'est des sentiments que, tu sais, ça vient, ça repart, ça revient. Tu sais, j'en ai fait une blague aussi, justement, récemment au Salon du Livre. J'avais dit, tu sais, peut-être que mon prochain recueil, ça va être si seulement je pouvais être blanc et hétéro. Tu sais, des fois, il y a des facettes, des choses qui arrivent que, tu sais, on dirait que c'est... Tu sais, quand tu te détaches de ta culture ou des choses comme ça, tu vois autre chose. Puis des fois, c'est juste facile de juste suivre le bateau dans ce côté-là parce qu'il y a moins de complications, moins de problèmes. Mais c'est ça, c'est les difficultés au quotidien. Puis je me rappelle, et on parlait aussi de, par exemple, Fif et Sauvage, qu'on devrait retirer de mentionner le mot Fif en littérature ou dans peu importe des sujets. Mais tu sais, moi, ça fait partie de quasiment mon ADN. Si j'ai grandi à entendre le mot Fif souvent, je ne peux pas juste dire que ça n'a pas existé, trouver un autre mot, c'est pas le même sentiment. Donc, pour moi, je pense que ça dépend de la façon qu'on l'utilise dans un contexte précis, amener l'éducation au travers de ces mots-là, parce que ça fait partie de mon sang aujourd'hui. Fait que je ne peux pas juste dire, je ne peux pas parler de Fif parce que c'est ça, fait que c'est une autre partie. Pour protéger le sentiment des autres. Mais c'est ça. Mais tu sais, je ne veux pas non plus dire, c'est ça mon sentiment, accepte-le. Tu sais, des fois, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup de... J'ai une tolérance aussi. Tu sais, c'est le côté de... S'il y a des gens qui sont... Tu sais, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui était raciste. C'est quand même quelque chose qui est intense. Je ne veux pas non plus changer la personne, mais je sais que, tu sais, au profond de moi, que c'est du travail à faire, mais il y a un respect qui se faisait quand même, qui était surprenant. Mais je ne suis pas là pour changer la personne pour que, tu sais, elle accepte toute la façon que je pense. Tu sais, je pense qu'on a droit à des opinions, puis pour moi, tu sais,
tu sais, moi, je le partage, je partage mon opinion, mais c'est bien argumenté. Tu sais, il y a un travail à faire. C'est un travail délicat. Puis je pense que c'est ça avec tu sais, les gens qui sont plus sensibles dans les nouvelles, les médias. Ah, ben, j'aime pas ça qu'on parle de ça. Tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile aussi depuis la pandémie, par exemple, d'amener certains sujets. Mais ça, je pense que c'est un travail plus délicat, mais très précis. Merci beaucoup. Est-ce que oui, tu allais? Oui, ben, vas-y. Ben, sur la question des stéréotypes, c'est plus une réflexion que je me faisais en. C'est peut-être pas une critique de votre travail, les amis, là, mais c'est plus que j'ai l'impression que beaucoup sont à la recherche d'une certaine essence de l'Autochtone ou de l'Indien presque. Là. C'est comme si votre rêve, c'est de trouver un homme en canot qui va vous livrer la sagesse de l'univers, tu sais. Puis là, vous allez boire ses paroles, puis dire, voilà, nous sommes sauvés, tu sais. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, tu sais. Mais il y a ce stéréotype-là, puis c'est ça, l'essentialisme, l'espèce de recherche de, tu sais, il faut aller dans le fond, là, puis chercher quelqu'un, tu sais, que malgré, je ne sais pas, l'isolement et le trauma brille de sapience et de sagesse. Tu sais. J'ai de la misère avec cette vue-là. Tu sais. Puis j'ai l'impression que quand on ne répond pas à cette image que vous faites, ben vous avez tendance à passer à autre chose pour essayer de trouver quelqu'un qui répond davantage. Fait que tu nous as envoyé des champignons extraterrestres pour. Ah non, mais c'était pas. Non, c'était pas jusque-là. Là, non. Non. C'est bon. Pas comme ça. Voilà. Merci. Louis-Carl, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose sur le stéréotype? Ouais, ben écoute, moi, c'est sûr que je sais pas, c'est des formations anthropologiques peut-être, mais tu sais, j'aime ça jouer vraiment avec les stéréotypes et surtout les archétypes, tu sais, d'être capable de justement de les subvertir. Je pense que c'est ça la richesse qu'on a en art, tu sais. Puis c'est drôle, tu parlais de Bienvenue à l'Essene, qui pour moi, je dirais, est un livre extraordinaire. Tu sais, j'ai lu ça, j'étais avec quoi? J'ai lâché un coup de fil à Julie après. J'ai dit, Julie, on en fait un show. Julie a dit, mais allez, il y a 30 pages. Ah, j'ai lu ça. Ouais, c'était l'essentiel de la conversation. Fais-moi confiance. Exactement. Ben, OK. C'est moi, vas-y. J'ai dit, Jocelyn embarque, Michel embarque. Ah ouais, come on. Je peux être tenace. Mais en même temps, ce livre-là, justement, en fait, pour moi, c'est un livre super important pour moi. Tu sais, c'est un livre qui m'a. Oui, j'ai beaucoup aimé ces deux premiers. Là, puis là, on va me dire, ben là, c'est juste une petite novella, mais c'est pas forcé, puis c'est ton préféré, mais en fait. Ah non, je me suis forcée quand même. OK. Ben, en termes de durée, j'entends. Okay. Mais en fait, pour moi, c'était ça. C'est comment qu'on subvertit vraiment tous les codes de partir d'une enquête policière un peu noire, tu sais, puis qu'on amène ça à une histoire d'extraterrestre. Je trouvais ça génial d'être capable de faire ça à l'intérieur d'une trentaine de pages. Tu sais. Pour moi, il y a un exercice là, il y a une démonstration que je trouve vraiment extraordinaire. Tu sais. Puis, comment on peut arriver à subvertir justement les codes? Et c'est l'essentiel de mon travail. Tu sais, je pense que je n'aime pas être là où on m'attend. Encore là, en même temps, j'ai toujours oscillé entre le désir ou plutôt le devoir, en fait. Entre le devoir de transmettre, tu sais, de laisser un legs, tu sais, pour les miens avant tout, pour les Wendat, tu sais, et ma souffrance au monde, comme j'ai expliqué préalablement dans l'épisode précédent, c'est-à-dire il y a 2 questions, de subvertir les choses pour reconstruire le monde de façon qui a un sens pour moi. Puis les archétypes le permettent, les stéréotypes le permettent aussi, mais le problème avec ces archétypes-là, c'est qu'à partir du moment où c'est que tu les incarnes, ils deviennent comme plus vraiment les stéréotypes, c'est-à-dire qu'ils deviennent humains. Hein, ils ont d'autres caractéristiques. Donc, là, il faut que tu essentialises d'autres choses, tu crées d'autres personnages, ça crée une certaine dynamique. Puis d'ailleurs, je m'étais amusé dans Chronique de Kitschké, La Grande Débarque, justement, ceux qui l'ont lu, vous rappellerez peut-être que il y a justement un chapitre ou une nouvelle qui est pendant ce temps dans la ville avoisinante, donc où je me suis
me suis plaît un peu à essentialiser le blanc de la ville avoisinante, c'est-à-dire tous les villages qui sont voisins des communautés autochtones, les petites villes qui sont voisins des communautés autochtones et le genre de personnes qu'on y trouve, et les genres de préjugés, hein, pour revenir à ces préjugés-là qu'on trouve par rapport aux Autochtones, alors que ces villages-là, historiquement, leur seule survie est due à l'existence de la réserve à côté. C'est comme la plupart des villes québécoises ont survécu à cause qu'il y avait des Autochtones à côté, qui ont commencé par des forts, ou évidemment les ressources, mais ça, c'est d'autres choses. Donc, je me suis amusé à faire le travail inverse aussi, au niveau des stéréotypes avec M. Dan, M. Médoc, etc. Donc, pour montrer aussi, à quelque part, ce petit clin d'œil, pour montrer aux gens comment on sent qu'on les enferme dans des stéréotypes. Là, donc, je ne sais pas si c'était. Et d'ailleurs, ce sont tous des mâles. Vous avez bien remarqué. Yeah. C'était voulu ainsi. Merci beaucoup à tous les trois. On a encore environ une demi-heure, donc je proposerais de passer le micro à la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait ouvrir le bal? On a donc une demi-heure confortable. Évidemment, on peut continuer ici, mais si vous aviez des questions, ce serait chouette d'avoir de nouvelles perspectives. Oui, vas-y, plaisir. Merci d'ouvrir le bal. Bien, j'aime lancer. D'abord, merci infiniment. Kwe, Tinashe Kumitin, et je ne le sais pas en Wolastoq. Je suis désolée. En fait, je resterai dans la veine des stéréotypes, puis j'irai avec mes propres obsessions de recherche, mais je trouve que ça va dans le même sens. En fait, ce serait pour Louis-Carl, puis pour Shane. Et Julie, si tu as envie d'y aller aussi. Mais c'était par rapport à la question des masculinités autochtones. C'est quelque chose qui a été beaucoup plus étudié dans le monde anglophone, donc pour faire changement. Mais je repensais à un ouvrage de Lisa Tatonetti qu'elle avait intitulé, c'était The Queerness of Native American Literature. Et c'était l'idée que les littératures autochtones seraient queer, mais pas nécessairement queer dans le sens de l'identité de genre, oui, en partie, mais dans le sens de qui ne correspondent pas aux normes occidentales, donc hétéro, cis, normatives, mais plus largement par rapport au genre et tout. Mais dans le fond, j'avais envie de vous entendre par rapport, parce que, bon, vous décrivez des personnages, soit personnages fictifs, narrateurs, énonciateurs dans la poésie, donc qui ont un regard qui est différent, qui n'est pas attendu nécessairement, là, qui sort un peu de cette espèce d'essentialisme de qu'est-ce que l'autochtone, donc ça peut être plus complexe, c'est des identités individuelles, en fait, donc j'avais envie de vous entendre là-dessus, si vous en avez envie. Quelqu'un a envie de se lancer? Quelqu'une? Moi, la réponse facile, ce serait le problème, ce n'est pas les littératures autochtones qui sont queer. Le problème, c'est de considérer les littératures occidentales comme le centre et la norme. Il est là le problème. Si on ne correspond pas aux attentes des barèmes et standards occidentaux, on nous met à part, on nous considère un peu weird. Mais non, on n'est pas weird. C'est l'Europe qui est weird parce qu'elle se prend pour le centre du monde. Alors, si la question, c'est... au niveau des littératures, on ne correspond pas, bien, tant mieux, j'ai goût de dire, parce que sinon, c'est sclérosant. Et qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Je reviens à ça, en fait. Mon ami Guy Sioui-Durand, qui a des grandes prétentions parfois, je l'aime beaucoup, il dit, lui, il a embarqué dans son cycle et sa mission, c'est de prêcher quelque chose d'assez simple. C'est comme la révolution du monde par l'art et la révolution de l'art par l'art autochtone. Je paraphrase, là, c'est pas tout à fait, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que l'art est nécessaire aujourd'hui à tous les niveaux pour changer notre société sclérosée. Bon, avec le capitalisme et tout ça, qu'on va un peu dans le mur, hein, qu'on perd de repères, l'art est plus nécessaire que jamais, mais en même temps, l'art, disons, au Québec, au Canada, tu sais, tout en se renouvelant, pour se donner des racines et plutôt influencé justement de plus en plus par l'art autochtone, parce que c'est les cultures véritables, les cultures millénaires du continent, et en renouvelant l'art, disons, canadien en général, que ce soit au niveau littéraire, visuel, cinéma, etc., tu sais, on peut se redonner un sens pour l'avenir collectif, tu sais.
Je sais que c'était probablement pas ta question, Émilie Sarah, mais je pense, prenez-vous des notes. Vous pouvez travailler au moins pendant 10 ans là, avec ça, là, le CRSH va vous donner des sous. Et sinon, oui, la question de la masculinité est très importante pour moi, effectivement. Puis ceux qui ont lu mes œuvres, vous verrez que c'est plutôt la question de la féminité qui revient, c'est la filiation maternelle, parce que c'est... Bon, Bella en parle dans son ouvrage, Isabella Huberman, mais puis dans sa thèse. Puis ben, écoute, oui, c'est Kitschké, c'est pas Wendake, en même temps, moi, je suis Wendat, et donc, dans ma culture, la filiation maternelle est extrêmement importante, puis dans ma vie personnelle aussi, c'est pas une question théorique. Des fois, les gens vont dire, ah, mais c'est théorique. Mais non, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, puis c'est la maison, ma grand-mère. Mon grand-père, quand il s'est marié, était demeuré chez ma grand-mère, là, tu sais. Je veux dire, c'est la maison des Gros Louis. En tout cas, bref, ça, c'est important pour moi, mais en même temps, j'ai tellement eu plus de modèles féminins que masculins qu'il y a cette recherche-là aussi de c'est quoi être un homme, en fait. C'est que oui, un homme cisgenre, hétéro, mais quand même, qu'il y a eu des modèles essentiellement féminins dans ma vie. Donc, je pense qu'à quelque part, je ne peux pas dire que j'ai réfléchi à... C'est en vous lisant, en fait, que ces réflexions-là viennent. C'est pour ça que j'aime ça. Vous côtoyer, parce que je pense que ça me fait avancer aussi en tant qu'artiste. Mais moi, ces questions-là, je me rends compte, sont fondamentales. Et puis, bon, mais même, c'est ça, même mon Pierre Waugh. Dans Kitschké, il y a différents personnages qui ont différents types de masculinité. Notre ami Wabush, malgré que c'est un être extraordinaire, je trouve, il aime beaucoup le faire souffrir, mais un petit côté toxique, disons-le, là. Moins que d'autres. Moins que le banquier, mais... C'est tellement beau ce que tu dis, Louis-Carl. Mais pour en revenir à norme versus queeritude, si on veut, ça dépend, en fait, qu'est-ce que la norme. En fait, moi, qu'est-ce qu'on lit? C'est quoi le corpus auquel on a accès? Puis moi, j'en parle parfois, mais pas trop souvent, parce que c'est assez underground, mais moi, j'ai énormément lu de fanfiction dans ma vie. Je ne vous dirai pas exactement ce que j'ai lu, mais... Il y avait tout Justin Bieber dedans? Non, vraiment, non. Oh non! mais tout ça pour dire que les trucs les plus pétés que j'ai lus dans ma vie, les trucs où j'ai eu la réaction de « Oh mon Dieu, ça se peut » ou « Oh mon Dieu, un tel monde... » Il y a quelqu'un qui a pensé à ça puis qui l'a écrit, c'est en lisant des trucs underground sur Internet, tu sais, puis fanfiction, qu'est-ce que ça a de décomplexé, c'est que c'est de la littérature qui n'a pas d'ambition d'être publiée, c'est de la littérature qui n'a pas d'ambition de faire de l'argent parce que souvent, c'est des communautés qui se créent autour d'une œuvre qui existe déjà. Donc, c'est comme plusieurs hommages à une même œuvre ou encore plusieurs, c'est comme un genre de canon de Pachelbel sur une même œuvre. Mettons, il y a certains épisodes d'une série que, bon, cet épisode-là, je ne sais pas, a mécontenté les fans. Bon, mais les fans vont réécrire l'épisode, mais il peut y avoir comme 3000 histoires écrites sur un même épisode. En tout cas, j'exagère. Mais tout ça pour dire que en lisant ça, moi, j'ai été extrêmement, je vais dire, désensibilisée à qu'est-ce qui est bizarre, puis qu'est-ce qui est admis, puis, puis en tout cas, c'est comme un puits sans fond d'affaires bizarres, tu sais, le fanfiction, puis il y a des choses très mauvaise, OK, on va l'admettre, mais il y a vraiment des auteurs exceptionnels, moi, que j'ai, en fait, puis il y a même des auteurs que je vous dirais que j'ai aucune idée si c'est un homme, une femme ou une personne non-binaire. Tu sais, on a juste un texte avec un pseudonyme et voilà, on est laissé avec tout ça. Puis ça marche aussi par communauté puis par recommandation, fait que c'est, en tout cas, mais c'est pas pour tout le monde, là, j'en suis convaincue. Mais tout ça pour dire qu'à force de lire ça, moi, ça m'a énormément nourri. Puis c'est plus avec ça que je fonctionne dans mon imaginaire que me dire ben, je suis Inou, donc j'écris différemment. C'est libre. C'est libre, voilà. C'est ça. Moi, quand j'écrivais, je questionnais jamais, tu sais, mes personnages ou les narrations comme étant, OK, est-ce que je leur donne un rôle ou tout ça? Puis, tu sais, c'est même encore
sais, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, c'est un peu comme Lucas disait, tu sais, les figures féminines, c'est quasiment juste, tu sais, j'ai grandi avec ma mère qui était beaucoup, tu sais, l'aspect maternel, mais tu sais, aussi ma communauté, ben maintenant, c'est 3 femmes qui gèrent la communauté, donc des femmes fortes. Fait que, tu sais, pour moi, c'est des femmes que je vois qui sont capables de faire beaucoup de choses. Moi, quand, tu sais, mon homosexualité, même, quand j'étais tout jeune, c'est pas, mettons, tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup avec l'aspect des drag queens qui peut interférer, tu sais, ça peut créer quelque chose, mais tu sais, moi, je n'ai vu des drag queens dans le passé, puis je n'ai pas devenu gay en raison de ça. Tu sais, moi c'est la Power Ranger rose des Power Rangers. Tu sais, je veux être elle! Fait que, tu sais, c'est des figures féminines aussi. Tu sais, les X-Men, j'ai grandi avec, tu sais, l'acceptation des pouvoirs, mais tu sais, moi, c'est Jean Grey, mon personnage préféré. C'est un personnage complexe, c'est des émotions, c'est de jouer avec ça aussi. Même les lutteuses, tu sais, par exemple, ils peuvent assumer leur féminité, mais aussi ils peuvent se battre, ils peuvent faire un powerbomb sur un gars. Tu sais, fait que, tu sais, pour moi, j'ai vu, tu sais, il y a plein de possibilités comme ça. C'est des voix, c'est des esprits. Fait que là, c'est après ça, j'ai découvert comme pas très longtemps la bispiritualité, le two-spirit. Ça, c'est un autre monde aussi, tu sais, quand j'ai découvert ça, parce que, tu sais, je veux dire, moi, ma culture, oui, on avait des mariages entre hommes et femmes. On n'entendait jamais parler de d'autres choses, c'est 2 hommes, 2 femmes, ou là, on a une transsexuelle qui est mon cousin. Donc, c'est fun de voir aussi il y a des évolutions qui se fassent, de mieux comprendre aussi tout le procès. Puis des fois, c'est des questions qu'on me pose, comme, le « on » que tu utilises dans ton poème, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qui? Des fois, je n'ai pas la réponse exacte, mais ça crée je trouve que c'est nécessaire pour moi de comprendre parce que ça amène une construction pour moi. OK, ouais, je vois de quelle manière que ça se dirige les conversations. Puis je trouve ça intéressant. Puis là, je travaille aussi, mon cerveau, il fait un petit peu. Là, c'est ça. Là, je fais la traduction de Joshua Whitehead pour la poésie Metal Indigi Queer. Ça, c'est assez flyé, c'est éclectique. Donc, je trouve que c'est un autre monde aussi parce que c'est pas nécessairement, même si moi, je me dis, OK, je suis two-spirit, ça ne veut pas dire que c'est la même façon qu'on le voit de quelqu'un d'autre qui se dit two-spirit. Donc, moi, c'est un peu les esprits féminins, je les laisse passer, je les laisse rentrer. C'est un côté beaucoup plus spirituel, justement. Mais, c'est pas, maintenant, si je veux être c'est un personnage féminin, ben, je veux être cette femme-là. Mais c'est juste une voix, un esprit qui passe, je le prends, je l'absorbe, je le laisse parler. Si je veux l'écrire, je vais l'écrire, mais je ne me questionne jamais sur c'est quel rôle que je lui donne, quelle étiquette. Parce que je sais que l'identité, souvent, j'ai l'impression que je ne veux pas non plus prendre les étiquettes de mon je suis two-spirit puis dire ça, parce qu'on ne sait jamais dans quelques années, ça peut changer. L'identité est tout le temps en train de changer. Donc, je le sais que je ne veux pas revenir dans 10 ans d'ici puis dire, ah, ben finalement, je ne sais pas, ça pourrait arriver là, que je ne sois pas homosexuel, mais il y a toutes ces voies-là, ces choses-là, ces chemins, les parcours qu'on fait, ça évolue. Puis pour moi, c'est ça donne une richesse, ça donne une vie, mais ça reste ouvert, dans le sens que je laisse la perception aussi du lecteur, lectrice, ces gens-là, de comprendre autre chose. Puis je trouve que c'est ça, parce que ça crée son propre univers aussi. C'est pas juste le mien, mais les univers des autres qui peuvent se combiner ou tout ça. On reste encore sur l'ouverture des catégories, ça a traversé dans vos réponses. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question dans la salle? Pour des lunettes de soleil ou des casquettes? Oui, Marie-Ève, merci. Merci à vous 3 vraiment pour cette conversation qui est particulièrement riche. Puis merci, Julie, de nous critiquer. Hein. C'est vraiment important de le faire. Puis ça fait réfléchir. Puis ça m'amène un peu à une question qui est très mal articulée puis pas si bien réfléchie pour l'instant, mais qui émerge un peu de toutes nos conversations. Puis là, tout ce que vous venez de dire sur le fait de faire éclater les catégories, repenser qu'est-ce qui est la norme par rapport à ce qui serait queer ou subversif. Même dès qu'on parle de subversion, on le pense par rapport à quelque chose qui est normé. Donc, même tout ce vocabulaire-là qu'on emploie beaucoup à l'université puis qu'on semble vouloir employer dans une perspective, c'est résistant, c'est militant, mais finalement, ça replace l'hégémonie, ça replace la norme aussi. Donc, c'est vraiment à questionner. Puis, je vous ai entendu à d'autres endroits aussi, souvent dans des conférences et tout ça, puis c'est souvent dans des contextes de littérature autochtone. Puis, on pense à l'avenir, où ça s'en va. Est-ce que vous voyez le moment où on va arrêter de vous parler de littérature autochtone puis de vous poser la question par rapport à ça, puis juste parler de littérature, point. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que cette catégorie-là elle est nécessaire en ce moment, mais elle pourrait ne plus l'être. Donc, c'est une question super large, là, vraiment, mais
qui émergent là, de tout ce que vous venez de nous raconter, que je vous lance comme ça. Mais j'aurais tendance à dire que dans un futur rapproché, non. Mais c'est parce que comment dire, la brèche n'est pas colmatée encore. Il y a trop la blessure est encore là, la réconciliation est à ses premiers balbutiements, tu sais, puis tu sais, il y a une certaine, au lieu de la réconciliation, il y a un, tu sais, faut qu'il y ait des actions concrètes plutôt que de dire juste je m'excuse, puis nous voici sur les terres non cédées. Tu sais, c'est comme, oui, mais t'es cèdes-tu, tu sais? Mais redonnes-tu les terres, tu sais? Non, mais dans le sens où, que tant que tout ça ne sera pas réglé, tu sais, qu'il n'y aura pas un certain apaisement, puis la blessure a été tellement profonde que ça va prendre, selon moi, des générations. Tu sais, non seulement le trauma des pensionnats ou whatever, mais le trauma d'avoir perdu sa terre. Puis je pense que, oui, on a ce trauma-là, les Premières Nations, mais je pense que c'est un trauma qui est partagé. Tu sais, je pense là, ça va faire super weird ce que je veux dire, mais je pense qu'on a perdu un peu le lien avec la nature. Puis je pense qu'on en souffre tous de manière plus ou moins aiguë. Tu sais. Puis je pense que tant qu'on n'aura pas, comment dire, retrouvé une certaine paix ou une certaine harmonie avec la terre sur laquelle on vit, avec ce territoire-là, ben, on va chercher des réponses. Tu sais. Puis la réponse, ça va être peut-être comme les littératures autochtones ou tu sais, l'espèce d'exotisme, ou, tu sais, quelque chose de nouveau, une autre façon de voir le monde pour essayer justement d'alléger un peu l'espèce de souffrance qui nous habite. Ouais. C'est ça, voilà. Je suis désolée de cette réponse, mais c'est la seule à laquelle je peux penser. C'est une très belle réponse. Très poétique, Julie. D'ailleurs, on attend ton premier recueil. Mais... moi, je vais dire comme Julie, moi, je pense qu'elle résume bien ma pensée. Je pense qu'un jour, peut-être, mais non, on n'est pas rendu là à abolir ça. Des fois, souvent, on m'a posé la question, ouais, on classe ça dans la littérature québécoise, la littérature autochtone, un peu comme Julie nous parlait en librairie. Moi, j'ai goût de dire, les deux, écoute, tu peux nous classer littérature canadienne, francophone, québécoise, autochtone, Wendat. Mais là, moi, il peut être dans 8 sections de la même librairie. Mon livre, j'en ai pas de problème tant qu'il est dans la librairie. Mais au niveau conceptuel, ça va aborder. On est tous inspirés par le monde aujourd'hui. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais, je l'ai dit quand elle dit la fanfiction, tu sais, qui l'a beaucoup inspiré, qui l'a beaucoup nourri. On parle des comic books, je pense que c'est les super-héros, tu sais, c'est un amour que chez moi, on partage. Fait que, tu sais, c'est la culture pop influence le monde. Puis des fois, c'est drôle parce qu'on va pointer du doigt, genre, les Autochtones, ouais, tu sais, c'est pop, c'est ouais, bien, ta culture québécoise, ça l'est tout autant, tu sais. Pourtant, ça vient des États-Unis ou ça vient du Japon, tu sais, des Power Rangers, whatever, ça vient d'ailleurs. Mais on est dans une société globalisée. Donc, je pense que dans les catégorisations, un peu comme tu demandes, Marie-Ève, je pense qu'il y aura une évolution naturelle. Je pense probablement que les catégorisations, entre guillemets, traditionnelles qu'on voit au Québec ou dans le monde, littérature française, littérature québécoise, littérature acadienne, littérature francophone ou des Amériques, whatever, tu sais. En fait, sont toujours passés par rapport à un centre qui était la France et qui est devenu le Québec. Hein, mettons, si on fait par rapport, oui, les Acadiens, c'est pas vraiment, mais ça les tue, tu sais. Et c'est ce centre-là le problème. C'est qu'on considère toujours que le centre du monde, c'est le blanc de culture française et catholique. Hein. Je veux dire, c'est ça le problème qu'il y a dans toutes ces catégorisations-là. Il faut les redéfinir ensemble, mais ça se fait dans le long terme. Mais en attendant que si on veut s'assurer qu'il y ait d'autres voies, justement, que celle de la norme québécoise, francophone, blanche, qui soit hégémonique, malheureusement, on est encore obligé, pour faire la place, d'avoir ces catégories-là. Puis, écoute, si dans 20 ans, elles ne sont plus nécessaires, j'ai goût de dire tant mieux, on en arrivera ensemble à d'autres choses, tu sais, mais pour l'instant, on n'en est pas là, du moins dans mon humble conception de la chose. Moi, l'avenir, c'est comme mon film d'horreur. J'ai de la misère à concevoir, de voir quel moment qu'on va arriver. Il y a ce moment-là que c'est toujours, je ne veux même pas y penser parce que c'est comme tout le temps un moment difficile.
Mais c'est un peu comme les générations après moi, je dis qu'ils sont plus après moi, qui sont encore avec les préjugés et tout ça, les choses dans la culture autochtone, la littérature autochtone. On dirait qu'il faut quasiment attendre que ces générations-là partent pour que les nouvelles prennent, puis ça te un nouveau portrait. Là, il y a peut-être possibilité, mais c'est tout le temps comme. C'est ça que, comme on parle avec ce qui se passe dans le monde, c'est que ça va interférer, il va y avoir une interférence, il va y avoir des choses qui vont être sur pause. Même moi, il fallait que je sorte du Nouveau-Brunswick pour aller apprendre autre chose, de voir beaucoup plus ce qui n'est pas au Nouveau-Brunswick. À Québec, c'est quand même plus développé quand même. Puis je trouve que c'est intéressant de ça. Puis même moi, je ne sais pas où je suis rendu. Des fois, je me rappelle, disons, une porte acadienne. Hey, Shane, es-tu prêt pour revenir? Non, wow, je suis dans ma culture autochtone, j'explore, je ne suis pas rendu là. Il y a beaucoup de chemin à faire, puis je ne sais pas, la réconciliation, c'est encore loin, comme que je lui disais. C'est pas juste, je m'excuse, cocher qu'on l'a mis le territoire dans notre discours avant de commencer. C'est plus que ça. Puis on dirait que le gap est tellement large, tellement long que. Même si on veut essayer de remplir les trous, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'on fait juste le remplir pour le remplir. Il faut qu'il soit justifié, il faut que. C'est ça. Il y a beaucoup de chemin à faire. Mais au moins, on lance les choses dans l'univers, on partage ce qu'on a à dire. C'est ça, comme Lucas a dit, on verra ce qu'on est rendu après ça plus tard, mais ça va s'adapter. Puis aussi, pour peut-être des formations d'historiens, on est peut-être trop proche pour voir les changements qui ont déjà commencé. En fait, je ne sais pas pourquoi je te regarde, Joël, parce que c'est Marie-Ève qui a posé la question. Mais je suis à l'autre bout, ça fait une belle ligne. C'est ça, c'est que, je pense qu'on a besoin de profondeur et de distance dans le temps pour voir les changements qui s'opèrent direct là aussi. Puis pourquoi j'écoutais Shane, puis ça me faisait penser à ce que René disait justement, quand il est arrivé au Québec, quand il a fondé Mémoire d'Encrier. C'est ça, c'est parce que dans le paysage québécois, on n'entendait pas la diversité, dans les livres que lui voyait à Montréal, vous voyez, c'est ça, la démographie, la population qu'il voyait, la vitalité culturelle vécue à Montréal, il ne voyait pas ces voix-là dans l'univers littéraire québécois, et puis René a toujours dit, moi, ce que je veux entendre, c'est des voix, la diversité des voix uniques au monde, de différentes cultures, puis ça, c'était pas il y a 20 ans dans le panorama littéraire québécois. En tout cas, pas comme c'est aujourd'hui, certainement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et au niveau autochtone, c'était pareil. Donc aujourd'hui, il y a un changement qui se vit. Mais on est trop collé dedans. Mais on en fait partie, puis nous en faisons un nous inclusif, et je vous inclus là-dedans aussi en tant que chercheur, chercheuse. On fait partie de ce changement-là. On l'incarne chacun de la façon. On participe à un mouvement qui est plus grand que nous, justement, pour avoir une société davantage ouverte, mais surtout qui cherche des solutions aussi pour le futur de notre humanité commune, qui n'a jamais été autant, qui n'a jamais eu de défis, en fait, qui devrait nous unir au lieu de nous diviser, au niveau environnemental, puis évidemment les réfugiés qu'on voit et tout ça, qui vont juste, avec les changements climatiques, s'accentuer. Donc, on doit penser le vivre ensemble et on doit le penser dans longue durée. On ne peut plus penser ce vivre ensemble-là que dire que le Canada a 400 quelques années. Non, je veux dire, notre pays commun a plus de 10 000 ans et on n'a pas les moyens collectivement pour la survie de notre espèce de se priver de ces savoirs-là qui se sont développés uniques au monde pendant les 10 000 dernières années. On n'a pas ces moyens-là. Donc, travaillons ensemble pour justement provoquer ces changements-là. Mais c'est ça, j'écoutais puis je me disais, non, on est déjà dedans, c'est juste qu'on est trop proche. On est encore trop proche pour le voir. Mais les jeunes chercheurs, puis dans 50 ans, peut-être les nouvelles thèses qu'il y aura, nous dira, il s'est passé telle chose, Et heureusement, Marie-Ève avait pensé enregistrer la table ronde de son colloque. Je pense que la conclusion de cette table ronde, c'est que l'avenir de la littérature autochtone est entre de très bonnes mains. Cet épisode de Balado hors série vous a été présenté par Kwahiaton et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, avec le soutien financier du Conseil des arts du Canada. Animation, Joël Papillon. Auteurs invités, J.D. Curtness, Shane Michael, Louis-Carl Picard-Sioui. Technicien de salle, Michel Banville. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination,
Marie-Ève Bradette. Quoi y a donc? Marquer l'imaginaire.